Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Aujourd'hui, nous allons parler du Chili qui a voté dimanche 4 septembre sur un projet de constitution qui a été rejeté par environ 62% des électeurs. Nous allons en parler avec Marco Enriquez Ominami, qui est une personnalité politique chilienne importante. Et avant d'ouvrir un dialogue avec lui, Jean Mandelson, qui est un bon connaisseur du Chili, où il a été diplomate, ancien ambassadeur également, va faire une petite présentation de Marco Enriquez Ominami. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait? Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous aujourd'hui? Jean? Ça va être très bref parce que, tout d'abord, je rappelle que le 4 septembre, c'est aussi l'anniversaire de la victoire électorale de Salvador Allende en 1970. Donc les 4 septembre, les 11 septembre au Chili, les 18 septembre après, enfin, c'est un mois au Chili assez marquant sur le plan historique. Alors, je ne vais pas longuement parler de Marco Enriquez Ominami, simplement pour rappeler que c'est un homme politique, un homme de communication, un homme du cinéma, notamment documentaire, et qu'il a par ailleurs été d'abord député avec une investiture du Parti socialiste, puis qu'il a été candidat à 4 reprises, je ne me trompe pas, 4 reprises. C'est un record, c'est mieux que beaucoup d'autres, c'est mieux que Chirac, que Mitterrand. Ça a atteint le record d'Allende, si je me rappelle bien. Donc à 4 reprises aux élections présidentielles, avec des résultats qui au dès étaient très spectaculaires, mais c'est un peu de l'histoire ancienne. Ce que je veux dire, c'est qu'après, Marco s'est éloigné dès le départ, dès sa première candidature, du monde de la gauche et de la concertation issue de la transition, et puis qu'il a créé un parti qui maintenant n'existe plus, je crois avoir compris, mais peut-être qu'il va le préciser. Après cette dernière élection, au soir du premier tour, il a appelé directement et sans ambiguïté à voter pour Boric. Je n'ai pas suivi ce qu'il a pris comme position, même si je le devine, pour la constituante. Et il va nous le dire sans doute. Je veux dire aussi, parce qu'il faut quand même que les Français le savent, au Chili, plus encore qu'en France, on fonctionne par dynastie, et je ne vais surtout pas réduire Marco à d'où il vient, mais les 3 noms qu'il a, Enriquez Ominami Gumucio, sont 3 noms très importants dans l'histoire du Chili, de la démocratie chrétienne, de la gauche chrétienne, de l'unité populaire, du parti radical, de l'extrême gauche révolutionnaire, du MIR, et du parti socialiste. Donc il est un peu un concentré familial de beaucoup de vieilles traditions du progressisme chilien. Son parti, d'ailleurs, s'appelle le Parti progressiste. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais reprendre ou corriger dans ce que je viens de dire, ou est-ce qu'on passe directement au sujet? C'est parfait. C'est parfait. Non, c'est pas parfait, mais merci. Non, mais c'est très solide. Alors, la première question qu'on va te poser, c'est d'une manière très concentrée, mais pour rappeler simplement à ceux d'entre nous qui n'ont pas vraiment suivi, qui ne sont pas des spécialistes du Chili, comment on en est arrivé là, c'est-à-dire, si tu peux rappeler très brièvement, c'est purement factuel, le processus qui va de l'explosion sociale au rejet de la Constitution, enfin plutôt à l'élection de l'Assemblée constituante. Nous parlerons après de la Constituante elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 événements? Très rapidement, je précise aussi pour ceux qui nous écoutent que Marco parle un français, d'autant plus que il a, j'allais dire, bénéficié, il aurait préféré ne pas le faire, de l'exil au Chili, après le coup d'État où son grand-père avait été nommé ambassadeur en France en remplacement de Pablo Neruda et n'a pas pu présenter ses lettres de créance en raison du coup d'État, et qu'il a fait son enseignement primaire, secondaire, dans l'enseignement public français et au lycée français de Santiago. Voilà, je précise simplement pour que les gens ne s'étonnent pas de la qualité de son français. Je te passe la parole, Marco. Merci Jean, enchanté de vous rencontrer. Merci Jean-Jacques aussi pour l'invitation et ravi d'exposer un regard sur ce pays bizarre qui est si loin et avec une géographie tellement étrange. Je vais aller un petit peu plus en arrière mais très vite. Le Chili est un pays qui a toujours basé sa richesse sur le cuivre, le bois et un peu de saumon. Ça vient depuis l'époque d'Allende.
et ça n'a pas tellement changé. Le saumon est un phénomène nouveau, le vin rouge, le tourisme, mais finalement, le modèle exportateur chilien de production reste plutôt le même. C'est important parce que moi, j'appelle mon pays la Corée du Nord du capitalisme. Nous avons eu l'expérience socialiste, révolutionnaire marxiste d'Allende, qui n'a pas marché. La vraie révolution culturelle et économique l'a fait, même si c'est blessant, Pinochet, durant 17 ans. Nous avons eu une transition qui a, sans changer la structure économique, mais en augmentant les dépenses sociales, le système de protection sociale, sans changer la structure économique, a dit au peuple, basiquement, regardez, nous allons être le meilleur élève de la région, pas le meilleur compagnon, nous allons nous échapper de ce continent désastreux qui est l'Amérique latine, l'Amérique du Sud surtout, et nous allons miser sur l'ouverture économique, comme peu d'autres pays, à partir des privatisations de la dictature. Nous avons connu durant les années 90, et donc mon père adoptif a été un des protagonistes, une des croissances les plus spectaculaires de l'époque, de l'histoire de l'économie chilienne. On est arrivé à 7,7% de croissance. Et ça a créé une idée pour le peuple chilien ce qu'on s'est auto-dénominé le jaguar. C'est un animal en extinction qui saute. C'est un jaguar économique. Ça, c'est très important pour comprendre pourquoi on en arrive à l'explosion. Et les Chiliens, qui venaient traumatisés de 17 ans de dictateur, qui ont été beaucoup plus qu'un problème militaire, ça a été une conception de l'économie, où tout a été axé sur la demande et non sur l'offre, sur l'individu et non sur les institutions, ce qui a permis que toutes les universités, même les publiques, soient payantes. Ce peuple a dit, bon, on a une démocratie, nous sommes un petit pays, on s'échappe du Pérou, la Bolivie, les Argentins qui sont nos voisins, des pays désastreux aux années 90, et on va construire notre propre histoire économique. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'on a réduit la pauvreté et l'inégalité, même l'inégalité trop lentement, mais la pauvreté effectivement très rapidement. Et ça a marché. Donc vous avez un pays avec une grande image, un peuple qui connaissait, à travers l'exportation et l'importation, un accès complètement différent aux voisins de la région. C'est-à-dire nous, on avait accès très vite aux technologies à travers la dette privée, puisque l'État ne payait pas les droits, les Chiliens allaient aux banques. Et ce modèle, à mon avis, il se fatigue avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Gauche que j'ai appuyée toutes les fois. Ricardo Lagos, un président non marxiste, mais de gauche, arrive au pouvoir. Il ne fait pas des grosses transformations sur les droits sociaux. Il fait d'autres choses assez bien, mais d'autres, il les rate. Le peuple se fatigue. On choisit une femme marxiste, socialiste, Bachelet, la première femme de l'histoire du pays présidente, qui avait été emprisonnée. Son père avait été assassiné. Et elle, même si elle a augmenté encore plus la dépense sociale, la protection sociale, surtout sur les retraites, n'a pas touché les droits sociaux, c'est-à-dire à la fin de son mandat, ni sur les droits sociaux, l'éducation par exemple, ni sur les droits civils, le pays avait vraiment changé. C'est-à-dire l'avortement n'était pas autorisé, l'éducation publique n'était pas gratuite, les fonds de retraite qui étaient privés avaient augmenté leur pouvoir. Et je précise, comme dans les livres, parenthèse, il y a 3 lettres qu'il faut comprendre pour comprendre le Chili actuel. C'est les AFP, Administration de fonds de pension. C'est un système qui a créé la dictature très malin, dont chaque individu au Chili, tous les mois, s'il travaille formellement, il donne 10% de son salaire. Et avec ça, 35 ans, 40 ans après, quand il sera à la retraite, il aura une pension. Et ce sera son compte, il dira Marco à son compte. Ce système représente 2/3 de l'économie chilienne, du produit intérieur brut. C'est très important pour comprendre. Qui a été créé par la droite, défendu par la droite, et qui n'a pas été touché par la gauche. Qui est un système non solidaire de retraite. Et qui en fait finance le système économique et paye de très mauvaises retraites pour des raisons qu'on pourrait expliquer après. Donc, on en arrive là très vite, dans ce petit pays, 0,4% de l'économie mondiale, isolé de l'Amérique latine, qui a toujours pensé que le modèle exportateur est de faire payer à travers les banques privées aux Chiliens leurs droits sociaux, santé, éducation, retraite, bah bien, ça explose. Et une société, après avoir essayé le centre catholique durant les années 90, une gauche très modérée, plutôt chiracienne, même du côté qui a été identifié à Chirac, Ricardo Lagos. Après, Michel Bachelet, une femme de gauche, et avoir essayé la droite, un homme qui avait voté contre la dictature, un grand patron, une espèce de Berlusconi à la chilienne, les Chiliens décident de descendre dans la rue de façon massive et très violente pour faire exprimer très fortement la fin de ce système, disons, de privatisation des droits. Même en reconnaissant les avances, moi, à mon titre, je reconnais évidemment les avances sociales du pays, il est vrai que sur les droits, la démocratie n'a pas avancé.
J'insiste sur le fait que toutes les universités publiques du Chili coûtent le même prix que l'université privée du Chili. Et qu'aucune des universités publiques du Chili n'appartient au top 300, top 200 des universités de la région. C'est-à-dire, on a un vrai problème sur la qualité de notre. J'ai fait un exemple en Argentine, où l'éducation est complètement publique et gratuite, 5 prix Nobel viennent des universités publiques. Au Chili, on a 2 prix Nobel, dont Jean en a nommé un, qui vient de l'école primaire. C'est une petite comparaison qui fait se questionner aux Chiliens. Et donc, on arrive au 18 octobre 2019. Un président de droite a sa seconde chance. L'économie, comme dans toute la région, est freinée. C'est un problème aussi régional, c'est pas seulement le Chili. Le peuple, si vous voulez, de façon très massive, même les classes moyennes, tolèrent la violence, appuie ce schéma de contradiction contre le président de droite. Et on connaît les pires violences connues après la dictature, de point de vue des violences de l'État, de la police, pour réprimer les manifestants. Deux exemples ont traumatisé le débat. Un jeune devient aveugle à cause d'une balle tirée par un policier. Et une autre femme complètement innocente à l'arrêt de bus et reçoit sur le crâne une balle et devient complètement aveugle. Je donne 2 exemples, il y en a des dizaines, deviennent le symbole de la cruauté de la droite. Et dans une crise politique très aiguë, un 15 novembre, la classe politique interprète à son sens que le vrai problème du pays, c'est une constitution. La droite, qui n'est pas du tout d'accord bien sûr, dit on vous donne l'Assemblée constituante parce qu'on veut la paix. Parce qu'ils soupçonnaient c'était nous les opposants qui étaient les vrais maîtres de la rue, ce qui n'était pas vrai du tout non plus. Mais bon, ils font un accord. Boric, député à l'époque, signe un accord pour créer un procès par loi que le Congrès vote, avec un périmètre créé par la loi, d'une constituante qui durera 1 an, avec quelque chose qui sont inédits dans l'histoire de l'humanité. La parité, c'est la première constituante de l'histoire paritaire. Pour le Chili, ce qui est inédit, c'est la représentation des peuples indiens. Les indépendants, pour la première fois de l'histoire, pourront créer des listes, c'est-à-dire les partis traditionnels devront être en concurrence avec des listes qui seront comme des partis indépendants, qui expriment l'expression d'une concession du système politique. Et on en arrive donc à la fin, le 4 septembre, pour faire très vite, il y a beaucoup d'après, je suppose qu'il y a beaucoup à creuser. Le 4 septembre, on a un référendum, cette fois-ci avec le vote obligatoire effectif, ce qui est complètement nouveau aussi. Le Chili n'avait pas connu le vote obligatoire réel. Et comme le pays nous sommes toujours de très bons élèves, on va voter à 87%, ce qui est gigantesque pour un pays qui a toujours eu une démocratie assez déprimée depuis les années 2000, avec une participation de 45 à 49%. Parenthèse, le vote pour la constituante n'était pas obligatoire. Le vote, exactement, c'est très important, Jean-Jacques, exactement. Pour rentrer à la constituante, la classe politique, souvenez-vous, en pleine période de manif, fait un accord à 3 heures du matin au Congrès, convoque à travers une loi un accord ample entre le gouvernement et l'opposition. À l'époque, c'était la droite qui gouvernait. Et ils disent on va faire un référendum avec le vote volontaire pour poser la question au Chili sur deux topics. 1. Voulez-vous une nouvelle constitution? Voulez-vous dépasser la constitution de Pinochet, néolibérale, faite par des économistes blancs, de droite, riches et militaires? La réponse a été 78%, oui, mais, et là, c'est très important ce que dit Jean-Jacques, avec 49% de participation. La deuxième question, et monsieur les Chiliens, mesdames les Chiliennes, voulez-vous que l'actuel congrès, qui était aussi dans l'objectif de la rue, des manifs, voulez-vous une nouvelle constitution faite par des nouveaux leaders élus au suffrage universel, ou une moitié soit élue et l'autre moitié appartient au congrès actuel? Et alors, deuxième réponse du pays, massivement, 78%, allez vous faire voir, pour faire très vite, avec une participation de 49% aussi. Et donc le pays choisit, pas de façon très légitime, mais dans le vote volontaire, oui, une nouvelle procès constituant, sans le Congrès, avec ce système électoral qui permettait aux indépendants de présenter une liste. J'explique très vite.
On connaît tous les systèmes de liste de partis. Il se pourrait que Jean-Jacques et Marco, on fasse une liste sans être dans le même parti, sans être, n'est-ce pas, même pas militant. Et on fait une liste et on l'appelle Indépendant pour le Chili. Et notre liste ajoutera les voix comme la liste du glorieux et fameux Parti socialiste ou les partis de droite. Ce qui a donné comme résultat, et c'est aussi très important, une présence des indigènes gigantesque et très influente, ce qui a permis aussi que la première présidente de la première constituante de l'histoire du Chili et de l'humanité, qui est paritaire, et a été présidée par une Mapuche, qui sont les Indiens du sud du Chili, très connus, mais qui ont résisté des siècles à l'invasion espagnole. Et les indépendants, ils ont créé des listes, ils ont réussi des scores complètement surprenants, et ce qui a permis qu'entre les partis de gauche traditionnels et les indépendants, on a obtenu 70% de la constituante. Et il fallait, pour appuyer des normes dans la constituante, 66% des voix. Donc, nous avions dépassé, au-delà de tout ce qui était prévu, tous les résultats nous donnaient une majorité spectaculaire, inédite. Et nous avons obtenu, après cela, il y a eu beaucoup d'élections dans ces mois-ci, on a battu tous les records. Sur les gouverneurs, les premiers élus de l'histoire du pays, sur 16 régions, on a élu 15 régions. On a, enfin, un peu colloquial mon terme, écrasé la droite. On est arrivé très très loin sur les mairies, les conseillers municipaux, les constituants, les conseillers régionaux, les gouverneurs, les primaires présidentielles, et on a finalement aussi gagné la présidentielle. Ceci dit, je pense que la classe politique, surtout mon secteur, mon domicile, n'a pas lu quelque chose. Un, ce que Jean-Jacques a observé, le vote était volontaire, donc il y avait une faible participation pour tout ce procès. La moitié du pays avait tourné le dos à ce procès, encore une fois. En décembre 2021, aux élections présidentielles, est arrivé au premier tour quelqu'un, je ne sais pas si la comparaison avec Le Pen est juste, même pour Le Pen. Je pense que c'était quelque chose de beaucoup plus barbare, même plus sauvage. Ça s'appelle M. Cast. Un monsieur qui, dans son programme par écrit, soutenait que les femmes mariées devaient avoir plus de droits sociaux que les femmes célibataires. Au-delà de sa défense de la dictature, etc., etc. Ce monsieur arrive premier au premier tour en 2021 à l'élection présidentielle, et je pense que là, une bonne partie de la gauche n'a pas lu le résultat. C'était plus le phénomène électoral des derniers 18 mois. Et au second tour, avec la plus haute participation de l'histoire du pays sous le système volontaire de vote, l'extrême droite obtient 45% des votes. Et je pense que là aussi, ça c'était en décembre de l'année dernière, encore une fois, ma famille politique n'a pas lu qu'il y avait un changement du rapport de force. Et là, on commence la campagne électorale. Pardon, excuse-moi, mais quand tu dis l'extrême droite a obtenu 45% des voix, ce qui nous avait frappé, nous, c'est qu'un type comme Cast puisse obtenir 45% des voix. C'est peut-être difficile de dire que c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui prend la tête du mouvement qui contrôle l'ensemble de la droite ou du centre-droit. Le problème est que la droite civilisée accepte d'être représentée par ce personnage. Mais ça n'est pas 45% d'extrême droite, même avec un vote volontaire au Chili. La situation n'est quand même pas si catastrophique que ça. Pour ce plan-là, parce que ça n'est pas 45% d'extrême droite. Et un deuxième point puisque j'ai la parole, que je précise aussi peut-être, sur le problème du vote obligatoire et de la lecture du résultat du 4 septembre. Jusqu'au 3 septembre, tout le monde disait les sondages sont serrés, probablement le rechazo va gagner, le refus de la Constitution va gagner, mais puisqu'il y a effectivement cet inconnu du vote obligatoire, voilà une masse de gens dont on ne sait pas vraiment comment ils vont voter. Alors, je crois que le choc a été que cette masse de gens, si c'est bien eux, ont voté le rechazo. Mais jusqu'à la veille des élections, j'entendais beaucoup de nos amis dire on a une chance de gagner puisque il y a cette masse de gens qui sont en fait des gens qui vont se mobiliser pour nous. Voilà, c'est quelque chose qui m'a frappé comme résultat. Alors qu'il y avait de l'espoir avant que le vote obligatoire maintenant, mais non perceptible, non perçu par les instituts de sondage, pouvait être au moins égalitaire ou au mieux en faveur de la Constitution.
Voilà, c'est deux petites remarques que je voulais faire par rapport à ta description. Peut-être que je me trompe, mais je tenais à les faire. Non, non. Enfin, oui et non sur la première remarque, oui et non, parce que c'est vrai que c'est pas l'extrême droite qui a eu 45% des voix, mais c'est un candidat d'extrême droite et il a réussi à fédérer toutes les droites. Et là, je fais une connexion avec la deuxième observation. Et là, on rentre dans un terrain très compliqué pour nous, à gauche. Souvenons-nous, pour que les gens, on partage encore plus d'informations. Il y a eu un référendum, donc, le 4 septembre, il y a quelques jours, avec le vote obligatoire, n'est-ce pas? Sous peine d'amende de presque $200 si vous ne votiez pas. D'accord? Souvenez-vous qu'on était à 49% pour rentrer au référendum, pour rentrer au procès constituant. Donc, disons 50% du pays, au moins, n'a pas voté, ne s'est pas prononcé. Entre le octobre 2020, le référendum, d'entrer dans le procès constituant, et maintenant, on a eu la pandémie, l'inflation, l'immigration et l'insécurité. Ça, on en parlera après, des responsabilités, à mon avis, du gouvernement, qui n'a pas compris que ce référendum n'était pas sur le texte, ce n'est jamais sur un texte, c'est sur la représentation du texte parfois, et c'est surtout sur le gouvernement. Et le gouvernement, qui a fait une mauvaise gestion, parce qu'il a parié sur le triomphe du référendum, il a assumé en mars et il s'est dit, je ne bougerai pas, j'attendrai un bon résultat, puisqu'il y a le vote obligatoire, on gagnera, et une fois que j'aurai une nouvelle majorité, là, je ferai un gouvernement transformateur. Ce qui s'est passé, comme dans toute l'Amérique latine, c'est que l'inflation ravage les gouvernements, il y a une urgence qui n'a pas été écoutée, et donc le résultat, et là, je vais tenter, je vais perdre la discussion, Jean, mais je vais tenter de discuter ta remarque. Le 45% du leader d'extrême droite, ok, c'est un vote pro-demande, non pro-offre, contre un État plus grand, plus pro-marché, pour les fonds de retraite, contre un système solidaire de retraite. Un vote pour la continuité du système politique, contre le changement du système politique. Bien, nous avons perdu un texte, et là, on va parler un peu du texte, qui a perdu, on va rappeler les chiffres, 62% contre 38% pour le nouveau texte de la Constitution. Nous avons perdu dans toutes les régions du pays, 16 régions, dans 342 villes sur 350. Nous avons perdu dans les régions indiennes, là où même le texte était fait pour eux, à 70%. Chez les pauvres, nous avons perdu 70 contre 20, c'est-à-dire une différence de 50%. Nous avons perdu dans les régions ou dans les villes, où même j'avais été député, où il y a une sécheresse et où la Constitution a été faite pour ces villes-là. Sur l'eau, on en parlera après, quand je parle de la Corée du Nord du capitalisme, un exemple très précis, c'est le code de l'eau au Chili, qui sépare l'eau de la terre. C'est un truc très technique, mais très féroce. Donc ce que je veux dire, quand on se prend une gifle électorale, un putsch électoral de cette façon, que jamais la gauche n'avait perdu. Jean qui a été au Chili, Jean-Jacques qui connaît très bien aussi le Chili, jamais de notre histoire républicaine, jamais les valeurs humanistes et progressistes avaient perdu de telle façon. Jamais. Non seulement sur le pourcentage, sur le nombre de votes. Je vais vous donner des exemples. Le non au texte a eu plus de voix que tous les constituants élus ensemble, que tout le vote du référendum d'entrée, que tous les présidents du Chili, bien sûr, que même le référendum pour rentrer au référendum contre la dictature en 1988, c'est-à-dire, il n'y a pas plus fort et plus évident, plus éloquent que le résultat de 4 septembre. Il n'y a pas de discussion, c'est féroce. Et pourquoi ce vote sanction, à ton avis? Quel a été l'élément qui explique cette sanction, effectivement, tel que tu le présentes, c'est comme ça qu'il faut la qualifier, un vote sanction a des raisons. Et pour toi, quelles sont les raisons de ce vote sanction? Carlos Aminami, qui m'a éduqué, qui est un très grand papa, a sûrement vous exposé les 7 raisons. Il a sûrement parlé, il a un texte qui est très court, très intéressant, et je le cite, même si c'est un peu népotiste, mais il dit, ça a cassé l'existence des Indiens, des indigènes dans la Constituante, casse le principe d'égalité face à la loi. On a inscrit l'avortement dans la Constituante, ça aurait pu être fait par loi. On a cassé la confiance dans le nouveau système judiciaire puisqu'on a intégré à la Cour suprême les syndicats et les peuples originaires. Et la classe moyenne, on sentit que c'était pas net.
Et Carlos donne 7 raisons, je pense, qui sont très importantes mais non suffisantes. Moi, je rajouterais à ces raisons-là que ça a été un référendum pas sur le texte, et c'est une énorme erreur de la gauche, prétendre que les gens votaient pour le texte. La grande majorité des Chiliens, dont moi-même nous avons voté pour Boric, pas pour son programme de gouvernement, puisqu'il n'en avait pas. On a voté parce qu'il représentait une option humaniste par rapport à Cast, le candidat de l'extrême droite. 2. Je précise, Boric a publié son programme de gouvernement 7 jours avant l'élection. C'est-à-dire les millions de Chiliens qui ont voté pour lui n'ont pas voté pour son programme de gouvernement. C'est parce qu'il est représenté. 2, enfin, je rajoute, ça a été un référendum sur le gouvernement qui n'a jamais compris qu'il était au centre du référendum. Et nous avons eu un président qui n'a pas voulu être le président de l'action, il a été arbitre, après il a été pour le nouveau texte, il a rebroussé chemin, il a repris le dessus, et les 10 derniers jours, il nous a aidés, mais finalement, il nous a aussi condamnés, les deux choses. Parce qu'il nous a rapporté sur le dos le gouvernement le plus impopulaire de l'histoire de la démocratie à cette date. Même le mec de droite, M. Piñera, n'avait pas été aussi impopulaire à cette date. Autre élément qui, à mon avis, essentiel, c'est que le procès constituant n'a pas eu de densité, de solennité, même s'ils ont fait un bon texte, ils ont fait des énormes erreurs. Je vais donner quelques exemples de ce qui s'est passé. Ils ont été déguisés en dinosaures, en Pikachu, c'est un dessin animé. Ils ont pris la guitare dans l'hémicycle. Ils ont réécrit l'hymne national. Ils n'ont pas voulu chanter l'hymne national, qui pourrait être intéressant comme grand débat. Ils ont interdit l'utilisation du drapeau. Des constituants ont inventé, un d'eux, très connu, a inventé une maladie qu'ils n'avaient pas pour être élu, et en fait, ils n'étaient pas malades. L'autre a tenté, le savon dans la bouche, depuis la douche, de voter un article de la Constituante, par Zoom. Donc, je peux raconter, hier, je parle d'hier, ils ont reconnu qu'en fait, ils avaient fait des fêtes dans des hôtels quand ils étaient dans les départements, dans des piscines de nuit, c'était nager tous ensemble. Ils avaient fait tout ça dans un mélange de rituels, avec de chansons dans le parc du Congrès. Donc ça a créé une idée de rénovation politique faillie, parce que même si le peuple chilien était très fatigué de la classe politique qui avait gouverné durant 30 et quelques années, il n'était pas prêt non plus pour voir un groupe humain qui avait une énorme majorité, qui avait décidé, probablement avec beaucoup d'éléments raisonnables, d'isoler une droite perdante, mais en même temps qui n'avait pas tenu, je ne sais pas comment le dire en français, la hauteur, la densité, la hauteur du moment historique. Et donc le procès est méprisé par les Chiliens, le président impopulaire, le gouvernement dans l'inaction. Je rajoute que le président n'a pas présenté de réforme tributaire en 5 mois de son gouvernement. Il n'y a pas eu un projet de loi intéressant du point de vue de la protection sociale. Son budget de protection sociale est en dessous de ce qu'a fait la droite en pandémie, même schéma. Et je termine, j'ai l'impression aussi que la grande question que je voulais discuter un peu avec Jean, fraternellement, c'est, regardez, je pense qu'on a perdu, comme on le disait, de façon indiscutable. Mais ça s'appelait apruebo, ça veut dire j'approuve, o rechazo, ça veut dire je rejette. La traduction, je crois que c'est celle-là, rejeter ou approuver. Le rejet a obtenu, souvenons-nous, 62% des voix avec la plus haute votation de participation de l'histoire du pays. Si on est d'accord qu'il y a eu 49% qui ont voté la première fois et 87% la seconde, si les mathématiques ne vont pas si mal que ça, il y a eu presque 40% de gens nouveaux, n'est-ce pas, qui ont été votés. Et moi, je risque, et c'est là où je dis que, attention, que nous avons un phénomène genre Trump, Bolsonaro, Milei en Argentine, Vox en Espagne, Hernandez en Colombie, tous des candidats d'extrême droite, proches de discours anti-État, anti-démocratie, bien sûr anti-politiciens, très militarisés. Ce rejet à 62%, moi je dirais que ça peut être aussi un rejet au rejet, c'est-à-dire vous avez 40% qui ne veulent rien du tout. Et il y a de nouveau les derniers sondages qui ne se sont finalement pas tellement trompés sur le résultat, pas sur la magnitude du résultat, affirment que la moitié des Chiliens ne veulent pas savoir d'un nouveau procès. Ils ne veulent pas retenter ça. Ils sont, je ne sais pas comment on dit en français, ils ne s'intéressent pas à ça. Et donc,
Si le prochain procès constituant est convoqué par un référendum au vote obligatoire, il se pourrait qu'on le perde. Parce que je me pose la question, Jean, si le triomphe de Caste à 45%, c'est ne pas seulement un leader d'extrême droite charismatique qui a réussi à fédérer le vote de droite, ou s'il n'y a pas un élément dans cet électorat très à droite, beaucoup plus à droite que ce qu'on a connu il y a 1 an, 2 ans, qui est dans le rejet total de l'État, puisque le Chili est devenu, comme l'Amérique latine, un pays à un très haut taux de travail informel à cause de la pandémie, etc. Et que vous avez 40% du pays qui, en fait, n'a jamais participé du débat démocratique depuis que la démocratie est revenue. Hein. Jamais. Et tu lui poses la question, tu l'obliges à voter, tu lui dis, monsieur, madame, sortez de votre télévision, sortez de votre écosystème, sortez de votre zone de confort ou d'inconfort, c'est des gens très pauvres, de votre drame, venez voter, sinon je vous mets $200 de taxes. Et cette personne te dit, bah, ah bon, tu veux mon opinion, bah, je vais te répondre. Regarde. Rejet, mais non seulement rejet au référendum, au processus, au gouvernement, à l'économie, à l'inflation, à la sécurité, à l'immigration, aussi rejet à ce débat démocratique. Et c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui au Chili. Est-ce qu'on aura un second procès? Et c'est pour ça qu'on est dans ces jours-ci, vous pouvez sur Google réviser, c'est très intéressant, dans ce truc bizarre, où le gouvernement dit « je suis arbitre, je ne vais pas pousser un second procès ». La droite dit « oui, on veut une nouvelle constituante, mais sur le procès, on en discutera, on n'est pas pressé ». La gauche qui dit « voilà, non, vous aviez dit une nouvelle constituante, il faut un nouveau procès ». Et là, aujourd'hui, à cette heure-ci, on ne sait pas, et moi je n'oserais pas vous dire ce qui va se passer. Il peut qu'il y ait une élection, un nouveau procès, un nouveau référendum de sortie, ou plutôt que le Congrès, à cause de l'inflation, de l'impopularité du gouvernement, soit le constituant, l'actuel Congrès qui a été élu avec le nouveau président. D'abord, une petite remarque pour nous Français. Tu as cité les extrêmes droites dans beaucoup de pays avec les grands leaders que sont Trump et Bolsonaro, mais Vox, etc. Et tu as parlé de caste et d'un Boric qui a été élu avec 54 ou 54% des voix, sans programme de gouvernement. Tout Français qui t'écoute se dit tiens, ça me fait penser à quelque chose. Marine Le Pen a été élue a été battue avec 45% des voix contre Emmanuel Macron, qui effectivement n'avait pas spécifiquement de programme, et un vote contre Marine Le Pen, essentiellement, un vote non obligatoire en France. Petite remarque, simple petite parenthèse, parce que c'est un phénomène qui effectivement touche toutes nos démocraties, absolument toutes. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a juridiquement une contrainte sur le vote concernant la constituante. Je sais bien que le juridisme, même au Chili, pays très juridique, le juridisme, on peut toujours s'arranger avec, mais je faisais en boutade tout à l'heure à Jean-Jacques, et avant que l'émission ne commence, une référence à notre expérience à nous, Français, qui en 130 ans, je laisse de côté les périodes où on n'avait pas de constitution, mais en 130 ans de vie constitutionnelle, on a mangé 8 constitutions, 8, et les 2 qui ont duré longtemps, ce sont les 2 qui ont été préparés par un comité et qui pas par une assemblée, qui après ont été adoptés au suffrage universel, mais après. Donc les 6 constitutions qui ont été rédigées par des constituantes, les 2 de 1946, celle de l'an 1, celle de l'an 3, etc., etc., je ne vais pas rentrer dans le détail, sont des constituantes qui ont produit des textes qui ont fonctionné entre 0 jours et 12 ans maximum. Donc ça fait un peu penser, c'est pour ça que je lisais avec intérêt, et je ne sais pas ce que ça a donné, la proposition de Ricardo Lagos de faire une sorte de brouillon d'experts, c'est-à-dire qu'on est tenu, et c'est très bien et c'est démocratique, et tout discours contre une assemblée constituante est guère audible aujourd'hui, mais étant tenu par ce type de nécessité démocratique d'une assemblée, une assemblée qui n'aurait pas une page blanche devant elle, mais un brouillon préparé par un certain nombre de personnalités, est-ce que ça a un sens ou est-ce que ça n'en a pas? Et sinon, quelles sont les autres sorties? Parce que le Congrès se transformant en assemblée constituante, est-ce que c'est une autre possibilité et ce Congrès n'est pas du tout de gauche, contrairement à ce qu'on peut croire. Je pense que le grand succès de la droite chilienne, qui l'a fait quand même assez unique dans la région,
c'est qu'en étant probablement un des pays les plus riches si on le mesure du PIB par capita, par personne, cette donnée-là, qui en fait, si on la révise du point de vue de l'inégalité, elle ne tient pas la route, mais effectivement, du point de vue, nous sommes beaucoup plus riches que la Bolivie, 14 fois plus grand et plus riche que le Pérou, qui est beaucoup plus grand que nous du point de vue démographique. Et dans la région, nous sommes une puissance, même si nous sommes très petits. Et le secret, et ça je trouve c'est important pour comprendre ce débat sur l'offre du ancien président de Lagos de, en fait, peuple, démobilisez-vous, on vous fait le texte. Je pense que ça a énormément de sens. Et je veux expliquer quelque chose, c'est que tout le système économique chilien est basé sur un truc qui pour vous, Français, est très facile à comprendre, mais pas tellement pour mon peuple. Parce qu'on a été, comme Obélix, dans la marmite, on nage dans la marmite. Donc on n'a jamais été hors de la marmite. On ne connaît pas autre chose au Chili. Depuis, moi j'ai l'âge du coup d'État, 49 ans. C'est l'idée que l'individu libre est incorruptible contre l'institution corrompue. Et que l'argent doit être sur l'individu qui aura toujours le droit et la liberté de choisir. Choisir sa santé, c'est comme ça que fonctionne le système de santé chinois. Le droit de choisir son école, son université, c'est comme ça que fonctionne le système d'éducation. Là, au pays, dans mon pays, plus de 60% des élèves étudient dans le privé. 35% des études d'élèves étudient dans les lycées. Ce que je veux dire, c'est que les pauvres et les classes moyennes, on dit chérissent, valorisent énormément le droit d'élection. Énormément. Et tout le débat politique de construire des institutions, qui était le rêve d'Allende, qui était le rêve d'une gauche social-démocrate, des institutions qui offrent des services, l'éducation, la santé, les retraites, le transport, tout ceci n'est pas valorisé par les Chiliens. Sur le fond de l'idée de que donne-moi mon argent et je choisis. Et je pense que ça explique aussi la confusion quand il y a eu les manifs de 2019 et les manifs de 2011 des étudiants qui ont été très, très importantes. C'était plutôt des manifs de consommateurs qui disaient « je veux payer, mais payer juste ». Mais je veux payer. Et nous, je dis nous, je ne suis pas chef du syndicat, mais j'appartiens, je suis un des visages. Nous, à gauche, je n'avais pas toujours été d'accord sur ce truc-là, mais dans cet entretien, je vais prendre sur mon dos cette autocritique. Nous, on a voulu voir, ben non, c'est des manifs pro-droit, pro-État, qui veulent plus d'institutions, qui veulent qu'on leur garantisse. Et finalement, les Chiliens veulent peut-être un État qui leur résolve leurs problèmes, mais ils ne veulent pas en parler et ils ne veulent pas qu'il soit plus grand, parce qu'ils veulent l'argent pour eux. Et eux choisir quel hôpital, quelle école, quelle université, quel système de retraite, quel système de pharmacie, quelle pharmacie, à eux de choisir. Ils détestent qu'on leur quitte ce droit et on se le donne à l'État. Et donc, ça aussi, je pense que c'est une réponse à la démobilisation qui, à mon avis, c'est tout le débat qui vient maintenant. Comme dans tous les gouvernements, dans toutes les sociétés, c'est des marées. Vous avez une marée mobilisée qui a fait les manifs de 2019, qui a voté approuve, qui a voté approve, qui a voté oui au nouveau texte. Et vous avez une énorme marée, à 62%, de droite ou d'extrême droite, ou dépolitisée, qui à mon sens, c'est aussi la droite, qui vous dit non, j'ai aucun intérêt. Et donc, la proposition de Ricardo Lagos, qui est un homme très intelligent, à mon avis, qui a trop tourné à droite trop de fois, mais très intelligent, il dit très bien, il dit, ben voilà, ce qu'on va faire, c'est ce qui a été fait au début des années 90, quand la démocratie est revenue. C'est mon affirmation que je vais dire maintenant, je ne suis pas totalement convaincu, mais ce n'est pas très juste. On va démobiliser tout le monde et on va mettre des grands experts à faire l'économie aux années 90. Moi, je me pose la question aussi, si peut-être aussi les Chiliens veulent être démobilisés. Ils ne veulent pas se mobiliser sur ce sujet, sur le changement de règles, sur la subvention à l'offre ou à la demande. Et je pense que c'est tout le sujet. Et là, si je reviens sur les 3 lettres qui sont le ciment sur lequel marchent les Chiliens pour protester. Ça s'appelle AFP. Administration de fonds de pension. Si on ne comprend pas ça, à mon avis, on ne comprend pas le Chili moderne. Ce qui a soutenu les manifs, c'est les 3 lettres. AFP. Je rappelle, nous avons un PIB de 280 000 millions de dollars. Ça dépend comment vous le mesurez. Les AFP, ce sont 200 000 millions de dollars. Qui a créé les AFP? Le frère
de l'ancien président de droite. Quand elles ont été créées en dictature, qu'est-ce que ça a signifié? Que tous les Chiliens donnent moins pour leur retraite, 10%, beaucoup moins que ce qui est donné en France ou dans d'autres pays, 10% du salaire. C'est donné à une boîte privée et vous avez accès par Internet, vous faites clic, je peux le faire maintenant, et je peux vous dire exactement comment va ma retraite. Elle descend, elle monte, et je suis propriétaire de mon argent, puisque je l'ai avec mon nom, et elle est pour moi. Donc je ne donne pas d'argent pour Jean-Jacques et pour Jean, ni pour les femmes, ni pour les malades, je ne suis pas solidaire, c'est pour moi. Et ces fonds de pension, qui sont très importants, parce que ce sont les hommes les plus influents du pays, ça finance des grands projets, des grands patrons, qui sont bizarrement de droite et qui machetistes. Ce sont les fonds de pension qui ont fait les projets les plus importants du point de vue, même l'immeuble le plus haut de l'Amérique latine, il est ici, construit avec les fonds de pension. Ce sont les fonds de pension qui financent les taux d'intérêt du système hypothécaire, des accès aux maisons, au logement. Ce sont les fonds de pension qui sponsorisent les médias. Ce sont les fonds de pension qui indirectement financent les universités privées, là où tous nos enfants, où la majorité des enfants se forment, s'élèvent, vous dites, s'éduquent. Et les fonds de pension créés par la droite, défendus par la droite, ils ont été très malins parce que durant la pandémie, ça c'est une petite parenthèse très importante pour comprendre le résultat du référendum, nous, la gauche opposant à l'époque, il y a quelques mois, nous avons obligé à Piñera, pour des raisons différentes, de donner au peuple, aux gens, leurs 10% de leur fonds de pension. Je m'explique. Moi, Marco, je l'ai fait par exemple, je peux donner moi comme exemple. J'avais 150 000 $ d'économie au fonds de pension, puisque depuis que j'ai 23 ans, je paye mon 10%. Et 3 fois, parce on a beaucoup pressionné le gouvernement, j'ai retiré 8 000 $. 3 fois 8, 24 000 $ en 18 mois. Ça, c'est Marco. Je suis au top du fonds de pension, n'est-ce pas? Mais en moyenne, et ça c'est important, ce qui a été retiré par les Chiliens durant la pandémie de leur fonds de pension, c'est-à-dire de leur retraite, c'est entre 20 et 23% du produit interne brut en 18 mois. Donc, les Chiliens, comme jamais de leur vie, surtout les plus pauvres, ont eu accès à du cash, de l'argent liquide, sans payer d'impôts, dans leur compte en banque, qui était leur fonds de retraite, qui était misérable, qui n'avaient rien comme fonds de retraite, mais ils ont eu 3 000, 5 000, 8 000 $, jusqu'à rester zéro dans leur compte. L'effet que nous avons réussi sur ça, c'est réinstaller la critique au système de fonds de pension. La gauche, on a réussi ça. On a réussi à protéger les Chiliens, puisque Piñera proposait, le président de droite, des subventions ridicules durant la pandémie. Mais nous avons aussi aidé les fonds de pension, finalement. Nous avons aussi aidé la droite, parce que nous avons souligné le fait que les fonds de pension appartenaient aux individus. Donc, du moment où on a gagné la bataille juridique et légale par les sondages, par la pression dans les réseaux, parce qu'on était tous enfermés à cause des lockdowns, on avait fait 3 fois en 18 mois des retraits de fonds de pension. Mais je pense que là, on a cimenté le résultat du référendum aussi. Parce que les Chiliens ont dit, c'est parfait ce système. Regarde, moi, comme la moitié du Chili gagne moins de 450 $ par mois, 5 par 8, 550 $ par mois, la moitié du pays. Vous imaginez qu'un prof qui gagne 400 $ par mois, 500 $ par mois, qui a 2 enfants, qui vont à l'université où ça leur coûte 1 000 $ par mois, et donc il est endetté, tout d'un coup, il retire de son fonds de pension 24 000 $. Ce monsieur ou cette madame se dit, le système, il n'est pas si mauvais que ça. Il fait l'argent. Et nous, maintenant, dans la contradiction de la gauche, on dit, oui, votez une constituante qui dit, noir sur blanc, que les AFP n'existeront plus, et on créera un système solidaire de reparto, comment on dit, vous êtes très chilien, vous, solidaire de retraite à la française. Un retraite solidaire. Un système, voilà, un système de sécurité sociale. C'était écrit comme ça dans la constituante. Pourquoi, posons-nous la question, pourquoi si les AFP étaient haïs? Et à mon avis, et il y a des sondages sur ça, des études, ça a été le ciment sur lequel ont marché les Chiliens dans les manifs
pourquoi 62% du pays vote contre le premier texte en 50 ans qui dit, noir sur blanc, on va vous sauver de la tyrannie des AFP. Je rajoute que c'est obligatoire hein, de donner son 10% d'AFP. Et c'est pour ça que je parle tout le temps quand je fais des conférences hors du pays des AFP. Parce qu'on n'en parle pas. Et c'est aussi une explication de pourquoi le Chili a une bonne image dans le monde. Parce qu'il y a 100 000 millions de dollars à nous qui sont dans les marchés internationaux. Donc vous allez au Pérou et ils vous disent ah le Chili, ah la Mecque des bons élèves. Alors là, vous êtes sérieux. Vous n'êtes pas comme les Argentins. Si on va en Argentine, les Argentins vous disent ah les Chiliens, quel peuple sérieux, quelle merveille. Bah oui, puisqu'il y a 100 000 millions de dollars des fonds de pension qui traînent dans les investissements de la région, hors du pays. Bah, ne pas parler des AFP, à mon avis, c'est ne pas comprendre le combat du Chili. Et je pense qu'aujourd'hui, la défaite du 4 septembre, elle est très importante. Non seulement sur les résultats. Je pense, et là je risque, je n'ai pas les éléments, qu'il y a une défaite totale de l'idée de construire un État social et démocratique de droit. Je voudrais revenir sur un autre problème que tu as brièvement évoqué tout à l'heure. Au-delà de ce problème idéologique qui est structurel, disons, qui va se poser pour la suite des événements, il y a quand même quelque chose qui est assez difficile de comprendre, que j'ai retrouvé en lisant un entretien d'ailleurs de Ricardo Lagos il y a quelques jours dans El País, le quotidien espagnol. C'est pourquoi, avant ce référendum, entre le moment où le président Boris Font a pris ses fonctions et le référendum, il y a eu une espèce de vide, ce que tu as dit. Le gouvernement n'a présenté que des projets de loi sans portée effective sur le vécu, sur le quotidien des Chiliens. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un élément qui a joué son rôle dans la sanction, non pas de la Constitution, mais la sanction de l'inaction du gouvernement et du président? Gabriel Boric est un homme, je vais partir, je ne suis pas son opposant, je suis très acide avec lui, mais je ne suis pas son opposant. Je trouve que c'est probablement un des présidents les mieux inspirés depuis que je suis au Chili de retour de l'exil. Il a une très bonne inspiration. Et je pense qu'il commet deux erreurs. Il a commis des erreurs qui nous ont coûté très très cher, qui expliquent aussi le résultat, qui pourrait être aussi, peut-être, Jean-Jacques, tu as raison, et toute mon approximation aux AFP, à l'individualisme, n'est pas réelle, et c'est plutôt une sanction pure et simple à un mauvais gouvernement. C'est peut-être ça aussi. C'est le débat, c'est justement là où on en est. Moi je dis, c'est pas suffisant, parce que ce pourcentage c'est trop fort. C'est-à-dire on en est à, j'incite, on est à 50% de différence entre les classes moyennes et les plus pauvres, avec 90% de participation chez les pauvres. C'est-à-dire c'est du non-vu, c'est jamais vu, ça n'est jamais arrivé. Même Allende, à sa pire moment, n'a jamais été aussi fragile, jamais, du point de vue électoral, je veux dire, électoral. Je pense qu'une erreur, c'est celle que tu dis très bien, tu l'as décrit très très bien, c'est qu'il n'a pas présenté de projet, sauf le salaire minimum, qui n'a pas eu d'impact à cause de l'inflation. Souvenons-nous que le Chili connaît l'inflation la plus haute depuis 30 ans. Donc, effectivement, le seul projet de loi qu'il avait réussi à passer, qui était quand même important, c'était l'augmentation du SMIC, mais qui a été ravagé par l'inflation. Donc, ça n'a pas eu d'impact. Ça n'avait eu aucun intérêt, ça n'avait pas eu de débat, ça s'est passé au-dessus, on s'en fout. C'est pas un sujet. Mais après, je pense que sur le fond, d'abord, il a mal compris que le début d'un gouvernement, c'est le moment où il faut faire des choses difficiles, et il n'a rien fait. Il a misé sur sa jeunesse et sa beauté. Il a nommé au palais que des jeunes très beaux, très charmants, beaux dans le sens profond, pas des jeunes charmants. Et bah, face à l'inflation, au narcotrafic, à l'immigration dérégulée et au conflit dans le sud avec les peuples mapuches, bah, ça ne veut rien dire. Et une bonne partie du Chili a dit on s'en fout que tu aies 36 ans, ce n'est pas un sujet pour nous, on veut des solutions, surtout parce que tu as été candidat de la rupture, tu as été le député de la rupture, tu as été le dirigeant de la rupture et tu as dit que 30 ans, tu avais honte des derniers 30 ans, donc tu vas nous offrir quelque chose de différent, et il ne s'est rien passé. Je parle de façon très objective. Rien. Rien. Il a décidé d'arbitrer, de faire de très bons discours, qu'il est très fort, il est très charmant.
Et je pense sur l'autre truc, j'en ai parlé avec lui, on en a accordé que j'allais voter pour le second tour, et je lui ai dit, c'est pas un truc privé, parce que ce que je pense sur le fond, c'est un auteur français que je trouve qui fait un livre moins bon que le premier, mais qui, à mon avis, le second est pas mal, s'appelle Christian Salmon, s'appelle L'ère du clash, qui soutient basiquement, vous l'avez peut-être lu, il soutient basiquement que nous sommes dans un moment de confrontation, non de narration. Il soutient que c'est la mort du storytelling et que maintenant c'est la confrontation. Et je pense qu'en Amérique latine, si on pousse un peu plus loin, c'est une évidence électorale que l'extrême droite a décidé de confronter et elle a ravagé la droite républicaine, c'est-à-dire droite espagnole ravagée par l'extrême droite, droite, comment vous dites, ravagée. Ils font des très bons scores, je veux dire. L'extrême droite pousse très fort la droite traditionnelle en Argentine, au Chili, en Colombie. Pour ne pas donner des noms pour le public, ce sont des pays où il y a eu au second tour des candidats qui, à mon avis, sont des sauvages. Je parle de Bolsonaro au Brésil. Hein. Peut-être les Français connaissent mieux. Et je pense que Boric, il me l'a dit, il le dit publiquement en plus, il ne croit pas à la confrontation avec l'extrême droite. Et dans une inflation très haute, un problème de création d'emplois, une économie qui est devenue très médiocre il y a beaucoup d'années, ceci dit, c'est pas à cause de lui, ça fait très longtemps, avec une pandémie qui accélère le temps, avec des États qui ont des limites pour donner des réponses, un président qui ne confronte pas est inaudible. Et donc il est devenu inaudible, parce qu'il ne confronte pas. Et je pense que c'est sa grande erreur, ne pas confronter. Je donne un exemple très vite d'hier. On perd le dimanche 4 septembre, le référendum, mais la droite avait dit le samedi 3 septembre que quoi qu'il arrive, ils étaient pour l'éducation publique gratuite. C'était eux qui l'avaient dit. Ils avaient dit non à ce texte. Moi, j'ai participé à des dizaines de débats télévisés et ils ont dit publiquement nous sommes contre ce texte nouveau, parce qu'il est mal fait, etc. Mais nous reconnaissons que nous avons bien fait. Et que cette fois-ci, on va être pour une société de droit. La question est pourquoi le gouvernement ne présente pas le lundi saint, tout de suite, au Congrès, un projet de loi, tout de suite. Voyons s'ils sont prêts à voter ça tout de suite, pendant qu'on, durant 2 ans, on attend la nouvelle constituante. Comme il n'a pas fait ça, qu'est-ce qu'a fait la droite, qui respire la fragilité de la logique présidentielle? Il les invite au palais pour en parler le lundi, le jour exactement après sa défaite, et la droite n'y va pas. Elle dit, ben non, on n'est pas pressé. Eux qui avaient dit que c'était urgent de se mettre d'accord sur un nouveau texte. Et le mardi après, ils arrivent, ils dialoguent, et hier, ils démentissent qu'il y a un accord pour le nouveau procès. Et nous sommes déjà, je ne sais plus quel jour nous sommes aujourd'hui, voilà, le jour qu'on est, le fait est qu'il ne se passe pas encore rien, pour être précis. Et maintenant, le Chili, pour des raisons comme que Jean a très bien décrit, qui connaît très très bien le pays, le mois de septembre devient une fête nationale, parce que ce sont les fêtes de l'indépendance qui durent, et c'est une habitude très bizarre qu'on a, qui durent 1 semaine de fêtes, d'empanadas, de vin rouge, et ça bouge dans la fête, on se reverra en octobre. Et la droite, face à un gouvernement dans l'inaction, qui en plus a dit hier qu'il ne voudrait pas pousser un nouveau procès, qu'ils sont pour, mais que ce sera au Congrès de décider, la droite tient les, comme on dit, les chevaux, Rennes. Elle tient les rênes du processus. C'est pour ça, Jean-Jacques, que je crois que c'est le débat. Hein. Si le dimanche 4 septembre, ça a été un rejet au texte, à ce que le texte représente, à l'inflation, au gouvernement, au procès constitutionnel, ou peut-être un rejet à tout ce débat-là. Et il y a une autre, pour poser la question d'une autre façon, au Chili, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, on constate des rotations rapides, des alternances, comme si les gouvernants n'arrivaient pas à isoler les attentes de l'électorat et à y répondre. Et on assiste donc à des renversements de majorité assez rapides. Concernant le Chili, quelles sont au jour d'aujourd'hui les attentes de l'électorat? Je veux dire, c'est un problème très concret auquel va devoir répondre le président et son gouvernement. Comme dans tous les pays avec l'inflation, comme 50 pays du monde qui ont cette inflation galopante, le pouvoir d'achat, un grand sujet, et le gouvernement a choisi de refroidir l'économie et donc de demander, si vous voulez, c'est pas de l'austérité, mais c'est de serrer la ceinture des consommateurs. C'est très mal perçu, puisque nous-mêmes, il y a 6 mois, nous exigions
au gouvernement de droite de subventionner l'économie, les maisons, les poches des Chiliens. Donc, c'est une contradiction flagrante. C'est quand même insupportable pour l'électorat d'avoir voté pour quelqu'un qui, 6 mois en arrière, disait qu'il fallait continuer avec les retraits des fonds de pension, qu'il fallait subventionner le peuple, et qui vous dit maintenant, il faut arrêter les retraits aux fonds de pension, et il ne faut pas subventionner le peuple. 6 mois, je vous parle du mois de mars. Le président était député, il était pour tout cela, et maintenant il est contre. C'est quand même deux, il y a sur la violence, effectivement, à cause de beaucoup de phénomènes, je vais être très précis sur ça, c'est très délicat, mais bon, sur un type d'immigration et sur une montée très forte du narcotrafic, puisque le pays a 5000 km d'accès au Pacifique, qui est la route la plus solide pour arriver aux États-Unis. Un type d'immigration, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le Venezuela. C'est délicat parce que je ne veux pas, comment on dit... C'est les Vénézuéliens, c'est les Haïtiens, c'est les Boliviens, les Péruviens. Il y a, pour être précis, le Chili a connu tout le temps une immigration très régulée, très sélective européenne, n'a jamais voulu l'immigration intracontinentale. Il y a eu des Péruviens, peu, mais il y en a eu. Il y a 5-7 ans, nous avons eu des centaines de milliers de Vénézuéliens et de Colombiens et de Haïtiens, qui est un phénomène complètement impensable pour ce pays, que vous connaissez très bien, qui parfois se croit l'Irlande, l'Écosse ou la Suisse, et qui ne comprend pas comme tout d'un coup, vous avez un phénomène galopant de 1 million et quelques de nouveaux immigrés. Ils ne sont pas croates, ils ne sont pas espagnols, ils ne sont pas péruviens, qui sont les pays voisins, ils sont de Haïti, qui parlent créole, donc c'est la première fois que le Chili connaît une immigration complètement culturellement hors habitude chilienne, vénézuéliens, des centaines de milliers, et colombiens. Et il y a un type, je vais être précis, de crimes qui sont commis dans leur pays, un type de crimes qui se répètent, qui sont nouveaux ici. Brûler vif quelqu'un, décapitation, kidnapping, comme on dit, couper en morceaux les corps. Tous ces éléments sont nouveaux et ils sont associés à un autre phénomène nouveau, qui est l'immigration. Même si sur les chiffres, le 95% des délits sont commis par des Chiliens et 5% par des immigrants, le fait est que les nouvelles formes de délits sont, si vous voulez, importés. On a aussi ce pas, c'est ce qu'on observe beaucoup en Europe. Et il suffit de regarder les élections suédoises d'hier pour se rendre compte que même dans un pays a priori quasi irlandais ou islandais, je ne sais pas quels étaient les exemples, on a des phénomènes de cette nature. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert le Chili, pour être très clair, la seule personne d'origine, j'allais dire africaine entre guillemets, qu'on voyait dans la rue, c'était l'ambassadeur d'Haïti, dont le fils allait au lycée français, et puis point final. Les enfants du lycée étaient habitués à l'extérieur dans la rue, les gens étaient moins. Et c'est vrai que 50 ans plus tard, il y a eu cette surprise d'une immigration qui se passait pas trop mal au début avec les Haïtiens. Donc il y a eu une dégradation postérieure liée aux autres migrations, je pense, parce qu'au départ, les Haïtiens étaient plutôt, l'impression que j'ai eue, bien accueillis. Non, c'est très juste, c'est exactement, tu as été plus loin que moi, mais c'est exactement ce que tu observes, c'est exactement ce qu'est en train de vivre les Chiliens. Donc je dis à Jean-Jacques, l'inflation, le pouvoir d'achat, l'insécurité liée à une immigration galopante, et troisièmement, le conflit avec les peuples, surtout avec les Mapuches du Sud, qui devient effectivement, nous à gauche qui avons toujours dit il faut que la politique fasse son jeu, il faut qu'il y ait une constituante, il faut les reconnaître. Même si tout ça a eu lieu, la violence a augmenté dans le Sud. Donc, dans le Sud, dans les zones indiennes. Donc, ça devient incompréhensible pour une classe moyenne qui te dit attendez, vous nous avez dit que quand on a le droit de gouverner, c'était des sauvages qui ne comprenaient pas l'importance de la politique, et donc eux, ils militarisaient ce qu'on appelle la Araucanía, la zone du Sud. Maintenant, vous avez gagné avec un jeune de 36 ans qui a dit, quand il était député, qu'il fallait déclarer le territoire libre
de l'État chilien cette zone, et qui maintenant envoie pour la 7e fois des tanks militaires qui militarisent le Sud, et vous avez une constituante, et les leaders, Mapuche, il y en a beaucoup, vous nous disent dans les journaux qu'ils s'en foutent de la constituante, qu'ils n'ont rien à faire, qu'ils ne reconnaissent pas ce procès-là, et ils continuent. Et ils revendiquent maintenant, plus qu'avant, quand ils brûlent une maison. Ils disent oui, c'est nous on l'avait fait, et nous sommes en guerre contre l'État. Et là, pour Boric, je pense qu'entre l'économie, l'insécurité en général et le conflit Mapuche, son autorité présidentielle est blessée, et je crains qu'il aura beaucoup de mal à s'en remettre s'il ne confronte pas l'extrême droite. Marco, je crois qu'on est arrivé au terme de l'entretien, donc on va te demander de conclure. Sur une dernière question, apparemment, une des premières réactions du président a été de changer son gouvernement, comme on dit, de le recentrer à gauche, mais de le recentrer. Est-ce qu'on peut considérer que c'est déjà un premier élément de réponse? Oui, je pense qu'il a eu raison de changer. Je pense que les noms qu'il a invités sont des noms de gens préparés. Ce qui continue à ne pas marcher, et c'est ce qui est en train de se passer ces jours-ci depuis les deux ministres femmes hyper bien préparées sont arrivées au gouvernement, c'est que le président n'a pas expliqué quel est le projet. C'est quelque part, ça n'a pas changé, parce que lui n'a pas expliqué quel est son changement, comment il interprète le résultat du 4 septembre. On ne comprend pas qu'est-ce que lui il interprète du 4 septembre, qu'est-ce qu'il lit de ça. Parce qu'il a changé les noms avec des très bons noms. Je suis transparent, j'ai été adversaire de ces deux femmes, mais elles sont superbes du point de vue de leur poids politique, leur préparation, leur conviction. Et on ne comprend pas quel est le mandat qu'il leur a donné, parce qu'il n'y a pas de mandat. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un changement, c'est mieux que ce qu'il y avait avant, c'était ses copains de l'université qui n'ont pas marché du tout. Et c'est, si vous voulez, une espérance pour nous qui sommes à gauche, qui on ne veut pas être dans l'opposition, on ne sera pas dans l'opposition, de pouvoir voir un gouvernement qui commence à bouger. Et je pense qu'on est un peu déçus ces jours-ci, mais bon, c'est quelques jours, on attendra peut-être. Prochaine semaine, ce sera beaucoup mieux. Bien, merci Marco. On se reverra probablement dans quelques mois pour refaire le point, évidemment avec Jean également. Qui te remercie d'avoir bien dit aux Français que AFP ne veut pas toujours dire Agence France Presse. Non, ici c'est 3 lettres. Ici, je sais qu'on utilise. À bientôt. À bientôt. Merci. À vous deux. Merci à vous. Je vous embrasse. Ciao. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.